Alors bonjour, notre séance d'aujourd'hui concerne une partie ou bien les deux parties principales du physique-chimie en troisième année collège. Alors notre premier exercice va être sur la mécanique et notre deuxième exercice va être sur la partie de l'électricité. L'exercice numéro 1. La première question, grand A premièrement, complétez les phrases par les mots suivants. Relative, la trajectoire, circulaire, curviligne, rectiligne, translation, Vm égale D sur T, objet de référence. Alors ce sont des mots ou bien des formules qu'on va placer dans l'espace qui est vide dans chaque phrase. La première phrase, pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé, il y a un vide, ou référentiel. On doit choisir un mot parmi les mots donnés. Pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé objet de référence ou référentiel. La deuxième phrase, le mouvement et le repos sont, alors on doit chercher le mot exact, le mouvement et repos sont relatives. Donc on doit choisir le mot relative. La troisième phrase, il y a un vide et l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. La trajectoire, le mot exact, c'est la trajectoire et l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. À la dernière phrase, ou bien la quatrième phrase, il y a trois types de trajectoires. Alors on doit chercher les types de trajectoires. Il y a trois types de trajectoires. Alors, le premier mot, on va écrire rectiligne, circulaire et curviligne. Donc, il y a trois types de trajectoires, rectiligne, circulaire et curviligne. L'avant-dernière phrase, un mobile effectue un mouvement de, alors il y a un vide, si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. Alors, on doit choisir le mot exact. Un mobile effectue un mouvement de translation si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. La dernière phrase, la vitesse moyenne se calcule par la relation, bien sûr, il nous reste la seule relation, la vitesse moyenne est égale à la distance sur le temps. Deuxième question de la première partie du premier exercice, relié par flèche, ou par une flèche. Alors on a dans la première partie la vitesse instantanée, la vitesse diminue, la vitesse augmente et la vitesse constante. On va relier ces phrases avec mouvement uniforme, mouvement accéléré, mouvement retardé, détecté par le radar. Si on commence la vitesse instantanée, on doit relier la vitesse instantanée normalement par détecté par le radar. La vitesse diminue, on va la relier par un mouvement. Ce mouvement est le mouvement retardé. La vitesse augmente, on va la relier avec le mouvement accéléré. La dernière, si la vitesse est constante, normalement, le mouvement est uniforme. Bien. On passe à la question petit b.
cochez la bonne réponse. L'intensité de poids se mesure avec, il nous donne 3 réponses, on doit choisir la bonne réponse. L'intensité de poids se mesure avec une balance, un dynamomètre, un ampèremètre. Alors que doit-on choisir? L'intensité de poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. L'unité internationale de l'intensité de force est, l'unité internationale de l'intensité de force, il nous donne newton, kilogramme, ampère. Donc son unité internationale est, est le newton. Troisièmement, la masse se mesure avec soit la balance, soit le levier, soit le dynamomètre. Alors on doit choisir une réponse, une bonne réponse. La masse se mesure, on sait, par la balance. Donc la masse se mesure avec la balance. Quatrièmement, la relation entre P et l'intensité de pesanteur, G, l'intensité de pesanteur G et la masse M d'un objet est soit M égale P fois G, soit P égale M fois G, soit G égale P fois M. Alors on doit choisir la bonne réponse. On sait que la relation entre P et l'intensité de la pesanteur et la masse, bien sûr, c'est P est égal à M fois G. P égale M fois G. La cinquième question, l'unité de l'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur G. Est-ce que c'est newton par kilogramme moins 1? Est-ce que c'est kilogramme par newton ou newton kilogramme moins 1? Alors la bonne réponse, c'est la troisième, newton kilogramme moins 1. On sait que l'unité de l'intensité de pesanteur est newton kilogramme moins 1 ou newton par kilogramme. On passe à petit c, la question C. Un chauffeur conduit une voiture. Soudain, il voit un obstacle sur la route à 120 mètres. Après une seconde, il commence à freiner, sachant que la vitesse est 80 km/h et la distance de freinage df, la distance de freinage, est 100 mètres. La première question, il nous demande de donner 2 facteurs qui influent sur la distance de freinage. On doit donner 2 facteurs qui influent sur la distance de freinage. Alors, on doit penser bien sûr à la route. Est-ce que l'état de la route est sèche ou mouillé? Le deuxième cas, l'état du véhicule. Ce sont 2 facteurs qui agissent sur, bien sûr, la distance de freinage. Deuxième question. Il nous demande de calculer la distance de réaction D de R. Calculer la distance de réaction D de R. La distance de réaction. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la distance de réaction est égale à la vitesse fois le temps de réaction. La distance de réaction est égale à la vitesse fois le temps de réaction. La vitesse V, qui est égale à quoi? À 80 km/h. Le temps de réaction, c'est 1 seconde. Donc, dans notre application numérique, on va écrire D de R est égal à 80 qu'on doit convertir en mètres par seconde. Ça veut dire qu'on doit diviser 80 par 3,6 pour convertir du kilomètre par heure à mètre par seconde, fois le temps de réaction qui est égal à 1 seconde. Si on calcule la distance de réaction, on trouve 22,22 mètres. C'est la distance de réaction dans laquelle le chauffeur va réfléchir, bien sûr.
On passe aux 3e question. Il nous demande de donner 2 facteurs qui influent sur la distance de réaction. La distance de réaction D de R. Bien sûr, cette distance, elle est reliée à 2 cas. L'état du conducteur, ça veut dire est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a pris des médicaments ou des drogues ou autre chose qui va influencer sur le conducteur. Le 2e cas, ou bien le 2e facteur, la vitesse du véhicule. Donc, ce sont 2 facteurs qui agissent sur la distance de réaction. Bien, on passe à la 4e question. Il nous demande de calculer la distance d'arrêt D de A. La distance d'arrêt D de A, on sait qu'il est relié à 2 distances, à la distance de réaction et à la distance de freinage. Alors, on va écrire, on sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. L'application numérique, on va remplacer la distance de réaction qu'on a calculée par sa valeur 22,22 mètres et la distance de freinage qui est donnée dans les données d'exercice, 100 mètres. La distance d'arrêt est égale à 122,22 mètres. 5e, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. Alors, il nous demande, est-ce que la voiture a heurté l'obstacle? En justifiant bien sûr notre réponse. La voiture ici a heurté l'obstacle. Pourquoi? Car la distance d'arrêt qu'on a calculée, 122,22 mètres, est plus grande et supérieure à 120 mètres. La distance entre la voiture, le moment où le chauffeur a vu l'obstacle, et l'obstacle, qui est égal à 120 mètres. Ça veut dire que la distance d'arrêt est plus grande que la distance qui sépare la voiture et l'obstacle. C'est pour cela que la voiture a heurté l'obstacle. 6e, si la vitesse de voiture est 60 km/h, est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? On doit justifier notre réponse. Donc, on doit calculer de la même façon la distance d'arrêt. Calculons la distance d'arrêt. Si la vitesse de la voiture maintenant est 60 km/h et non pas 80 km/h. Donc, on sait que la distance d'arrêt est égale à la distance de réflexion plus la distance de freinage est égale à la distance de réaction, la vitesse fois le temps de réaction plus la distance de freinage. La même chose, on va remplacer dans l'application numérique la vitesse par 60 km/h, mais qu'on doit convertir en mètres par seconde pour avoir l'homogénéité des unités, car le temps de réaction est 1 seconde, plus la distance de freinage qui est 100 mètres. En faisant le calcul, 16,66 mètres plus 100 mètres, on va trouver la distance d'arrêt est égale à 116,66 mètres. Donc la voiture s'arrête avant l'obstacle car 116,66 mètres est inférieur à 120 mètres. D de A ici est inférieur à la distance qui sépare la voiture et l'obstacle. Donc, la voiture va s'arrêter avant l'obstacle, il n'y aura pas d'accident. On passe à la partie B de notre exercice de mécanique. On a un ballon de masse M égale 400 grammes qui est suspendu par un fil qui est en équilibre. On voit ici le fil, un ballon suspendu à ce fil. Et là, on a un support, bien sûr. La première question qu'il nous demande, c'est de faire un bilan des forces exercées sur le ballon. Alors, la première des choses qu'on doit
donné, c'est le système à étudier. Ici, le système à étudier, c'est le ballon. Donc, pour faire le bilan, on doit savoir quel est le système étudié. C'est le ballon. On va essayer de faire une étude sur le ballon. On passe au bilan des forces. Au bilan des forces, on se pose la première question. Qui touche ce ballon? Qui touche le ballon, c'est le fil. Donc, on aura une force T. Une force T. On va bien sûr donner son symbole T. C'est la force de contact qui est localisée ici en A, exercée par le fil. Et le fil sur le ballon. La deuxième force, c'est la force à distance. Qu'est-ce qui exerce une force sur le ballon? C'est la Terre. Donc, P, c'est la force à distance qui est répartie, exercée par la Terre sur le ballon, appelée poids du corps. Donc, on a ici le bilan des deux forces exercées sur ce ballon qui est en équilibre, bien sûr. Deuxième question. Il nous demande de calculer l'intensité de poids P du ballon, sachant que l'intensité de l'apesanteur sur Terre, c'est l'intensité de l'apesanteur G, est égale à 10 newtons par kilogramme. On sait que P est égal à 1 fois G. Sachant que P égale à 1 fois G, en faisant l'application numérique, on doit faire attention, bien sûr, aux unités, à l'homogénéité des unités. On a 400 grammes, c'est la masse du ballon. On doit convertir en kilogrammes. Pourquoi? Parce que G est en newton par kilogramme. Donc, 400 grammes, c'est 0,4 kg, multiplié par 10 newtons par kilogramme, ça nous donne que le poids de ce ballon est égal à 4 newtons. Troisième question. On doit déterminer les caractéristiques de poids P de ce ballon. On sait qu'il y a 4 caractéristiques qu'on va dresser sur ce tableau. Ces caractéristiques sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité de la force. Alors notre force, c'est la force P. Son point d'application, c'est le centre de gravité G. La droite d'action, bien sûr, c'est la verticale passant par G. Le sens, qu'est-ce qui fait la Terre au ballon? Il le tire vers le bas. Donc, ça sera du centre de gravité G vers le bas. L'intensité de la force, on vient de calculer sa valeur, est égale à 4 newtons. Notre force P, le vecteur P, a 4 caractéristiques qu'on vient de citer dans ce tableau. Quatrièmement, il nous demande de rappeler la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, pour ce rappel qu'on a déjà étudié dans le cours, on fait une comparaison. Si on compare les 4 caractéristiques des deux forces, on doit avoir 2 cas qui sont complémentaires. Le premier cas, il faut que les deux forces ont la même droite d'action. La somme, le deuxième cas, la somme des deux forces est égale au vecteur nul, F1 plus F2 égale au vecteur nul 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Même intensité et des sens opposés. Cinquièmement, on nous demande de déduire les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur le ballon. Alors, qu'est-ce qu'on applique ici? Bien sûr, on va appliquer notre condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, puisque le ballon est en équilibre et soumis à deux forces, T et P,
alors les deux forces ont la même droite d'action, même intensité, et leurs sens sont opposés. Donc, on a le point d'application, c'est A, hein, c'est le point A qui se trouve là sur notre photo. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par A. C'est la verticale qui passe par A. Le sens de A vers le bas, puisque le sens de la force de la Terre est vers le bas, donc le sens du fil sur la balle, il sera vers le haut, de A vers le haut. L'intensité, ici, c'est F est égal à P est égal à 4 newtons d'après notre théorème ou bien notre définition ou notre condition de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. La sixième question, il nous demande de représenter les deux forces, T et P, dans le schéma avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. 2 newtons correspond à 1 cm. Alors, que doit-on faire pour la représentation de T et P dans le schéma avec une flèche, bien sûr, avec l'échelle 1 cm pour 2 newtons. 2 newtons correspond à 1 cm. Donc, 4 newtons, qui est l'intensité de notre force, doit avoir une longueur x. Cette longueur x va être 4 newtons fois 1 cm, qui divise 2 newtons. Donc, la longueur du vecteur x est égale à 2 cm. On prend notre règle et on dessine, bien sûr, notre flèche qui a une longueur de 2 cm. On écrit à côté T. On symbolise aussi le poids avec la flèche P vers le bas qui va être vers le bas et qui fait son départ du point G. Ainsi, on a représenté les deux forces. Septièmement, il nous demande quelle est la masse du ballon sur la Lune et en justifiant notre réponse. On sait que la masse est une grandeur constante et qui ne varie pas, même si on change de lieu. Donc la masse du ballon sur la Lune ne change pas. La masse du ballon sur la Lune ne change pas. Donc la masse de la Lune est égale à la masse sur la Terre, est égale à 400 grammes. N'importe où on va, on aura la même masse, bien sûr. Huitième question, sachant que l'intensité du poids du ballon dans une planète est égale à 1,48 newton, il nous demande de déterminer le nom de la planète, sachant que l'intensité de l'apesanteur sur Mercure 3,6, sur la Terre 9,81, sur Mars, sur Jupiter et sur la Lune, il nous donne l'intensité de l'apesanteur. Alors, pour savoir le nom de la planète, on doit calculer l'intensité de l'apesanteur G. On sait que P est égal à M fois G. Donc, G est égal à P sur M. On passe à l'application numérique. G est égal à P 1,48 newton qui divise la masse qui ne change pas, toujours 0,4 kg où on va. Donc, on va trouver 3,7 newtons par kilogramme. Pour cela, on va répondre, donc c'est la planète Mars. La planète Mars, bien sûr, à 3,7, on a trouvé 3,7 newtons par kilogramme. Donc, on a déterminé cette planète. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 2, qui est l'électricité. L'électricité, on va cocher la bonne réponse. L'unité de l'intensité de courant est, on doit choisir entre volts, ampères et ohms. Bien sûr, l'unité de l'intensité, c'est l'ampère. On va faire une croix
L'unité de la tension électrique, bien sûr, il nous demande est-ce que c'est le volt, l'ampère ou l'ohm? Bien sûr, c'est le volt. On mesure, la troisième question, on mesure la tension électrique par l'ampèremètre, voltmètre ou ohmmètre. Bien sûr, la tension est toujours mesurée par le voltmètre. La relation entre la tension U et la résistance R est l'intensité de courant I. Alors, quelle est la relation juste? Bien sûr, c'est notre première équation. U est égal à R fois I. La relation entre la puissance P et la tension U et l'intensité du courant I, entre U égale P fois I, P égale U fois I égale P fois U, on doit choisir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la deuxième, P est égal U fois I. La relation entre l'énergie E et la puissance P et le temps, est-ce que c'est E égale P plus T? Est-ce que c'est E est égal à P fois T? Est-ce que E est égal à P? Non, c'est la deuxième aussi, E égale P fois T. La relation entre l'énergie et la constante C, le nombre de rotations N. Est-ce que c'est E égale N fois C? Est-ce que E égale N plus C? Est-ce que c'est C égale N sur E? Donc ici, c'est la première réponse, E égale N fois C. La dernière, la relation entre l'énergie E, la résistance R, l'intensité I et le temps, est-ce que c'est E égale R fois I fois T? Est-ce que c'est E est égal à R fois I au carré fois T? Est-ce que c'est E égale R fois I fois T au carré? Ça sera bien sûr la deuxième qui est juste notre équation E égale R, la résistance fois l'intensité au carré fois le temps. On passe à la partie B. Alors sur l'emballage d'une télévision, on lit 220 volts, 30 watts. La première question, il nous demande quelle est la signification de ces indications. Bien sûr, on va répondre par 220 volts, c'est la tension nominale. On doit écrire nominale. 30 watts, c'est la puissance nominale. Toujours, on doit écrire nominal. Pourquoi? Parce qu'il est écrit sur l'emballage de la télévision ou bien sur la plaque signalétique de la télévision. Petit b, il nous demande de calculer l'intensité du courant I qui traverse la télévision. Qu'est-ce qu'on sait? Sachant que P est égal à U fois I, alors I est égal à P sur U. On passe à l'application numérique en faisant attention aux unités. Ici, les unités sont homogènes, donc I est égal à 30 watts qui divise 220 volts, donc l'intensité I égale 0,13 ampères. C'est l'intensité du courant I qui traverse la télévision. Deuxième question, on a une lampe de puissance 100 watts, fonctionne pendant 2 heures. Calculez l'énergie électrique consommée par la lampe en joules et en watts-heure. Alors, l'énergie électrique consommée en joules, d'abord, on doit se rappeler de la formule, sachant que E est égal à la puissance fois le temps. Donc, on passe à l'application numérique. E est égal à 100 watts, P égale 100 watts, fois le temps, 2 heures, ça nous donne 200 watts-heure. Alors, pour convertir les 200 watts-heure en joules, on doit multiplier par 3600. On va trouver E est égal à 720 000 joules, ou bien on écrit 7,2 fois 10 à la puissance 5 joules. Petit b, le kilowattheure est facturé 0,8 dirhams. Quel est le prix d'énergie de ce fonctionnement? On doit convertir l'énergie consommée, 720 000 joules, en kilowattheure. Sachant que 1 kilowattheure correspond à 3600 kilojoules, et on doit convertir l'énergie qui est 720 kilojoules. On a 720 000 joules, on divise par 1000, on va trouver 720 kilojoules. Donc notre énergie en kilowattheure sera 1 kilowattheure fois 720 kilojoules qui divise 3600
kJ est égal à 0,2 kWh. Donc, puisque 0,8 dirham correspond à 1 kWh, le prix d'unité, le prix de 0,2 kWh sera 0,8 dirham fois 0,2 kWh qui divise 1 kWh et on va trouver 0,16 dirham, le prix de cette énergie. La plaque signalétique d'un chauffe-eau électrique indique 1,2 kW, 220 volts. Que signifient ces indications? 1,2 kWh et 220 volts. Donc, on va répondre par 1,2 kW, c'est la puissance nominale, 220 volts, la tension nominale. Quelle est l'intensité du courant électrique I qui passe dans la résistance de chauffe-eau? Bien sûr, sachant que P est égal à U fois I, alors I est égal à P sur U. L'application numérique, on va écrire I est égal à 1200 watts. On doit convertir 1,2 kW en watts, 1200 watts, qui divise bien sûr 220 volts. On va trouver l'intensité qui passe dans le chauffe-eau est 5,45 ampères. Alors, petit c, on nous demande de calculer l'énergie électrique consommée en joules et en kWh, sachant que le chauffe-eau fonctionne pendant 30 minutes. Alors, l'énergie électrique consommée en joules, on sait que E égale P fois T. L'application numérique, on remplace P par sa valeur 1200 watts fois le temps qui est 30 minutes, qui est une demi-heure, est égal à 600 Wh. Si on veut convertir, bien sûr, 600 fois 3600 joules, on va trouver 2 160 000 joules. C'est l'énergie électrique consommée en joules. Alors, l'énergie électrique consommée en kWh, parce qu'il nous demande aussi en kWh, alors on a 1 kWh correspond à 1000 Wh. Alors, notre énergie qui est 600 Wh, on doit la convertir en, bien sûr, en faisant le calcul. E égale 1 kWh fois 600 Wh, qui divise 1000 Wh est égal à 0,6 kWh. Petit d, calculer la valeur de la résistance R du chauffe-eau. Alors ici, d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc R est égal à U sur I. D'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. L'application numérique, on va remplacer U par sa valeur 220 volts. I, l'intensité qui passe dans le chauffe-eau 5,45, on trouve sa résistance R est égale à peu près 40,36 ohms. On fait fonctionner la télévision, la lampe, le chauffe-eau et on ajoute un fer à repasser de caractéristiques nominales 1 kW, 220 volts. Notre question ici, est-ce que le circuit domestique va supporter le fonctionnement de tous ces appareils électriques en même temps ou non, en justifiant notre réponse? On nous donne la tension de la maison, qui se trouve bien sûr dans le circuit domestique, c'est 220 volts. L'intensité maximale dans le circuit est 10 ampères. Alors la puissance totale ici ne doit pas dépasser la puissance maximale, spécifiée par la maison, par l'agence de distribution d'électricité bien sûr. On sait que la puissance maximale, on doit la calculer parce qu'on n'a pas la puissance maximale, on doit la calculer par notre formule P est égal à U fois I, ça veut dire 220 fois 10 est égal à 2200 watts. La puissance totale, c'est la somme des puissances de chaque appareil. La puissance de la télé, 30 watts, plus la puissance de la lampe, 100 watts, plus la puissance du chauffe-eau, 1200 watts, plus la puissance du fer à repasser, 1000 watts, on trouve 2330 watts. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Dans ce cas, puisque la puissance totale, P totale, dépasse la puissance maximale, P max,
ça veut dire 2300 qu'on a trouvé, 2330 watts, est supérieur à la puissance maximale, donc le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de l'installation et éviter un incendie. Ainsi, on a terminé notre révision. J'espère que vous avez bien compris. Merci.